France qui voudra rester longtemps, les gens devront passer un examen de français. Bon, monsieur, d'abord, vous êtes à peu près sûr dans ces conditions. C'est 200 000 personnes aujourd'hui qui sont sur le sol national qui vont passer cet examen, et c'est 70 000 personnes par an, c'est à peu près les titres de séjour longs qui sont concernés, qui passeront cet examen de français, par exemple. Ça, c'est le premier point. Pardon, monsieur. Non, mais le deuxième point que nous évoquons ensemble, la question est de savoir si on est capable de dire aux Français l'immigration, c'est à la fois potentiellement une chance, des gens qui travaillent sur notre sol. Je rappelle que 20% des médecins qui nous ont soignés pendant le Covid étaient français. Et si j'expulsais tous les étrangers, il n'y aurait pas beaucoup de curés dans les églises dans certains endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des étrangers. Du BTP. Je dis simplement que si effectivement. Donc les étrangers en soi ne sont pas mauvais. Ce qu'on demande, c'est qu'ils respectent les lois de la République. J'ai une question à vous poser, monsieur. Sur l'immigration de travail, il m'a semblé, il y a du clair-obscur, il m'a semblé que vous avez dit, sur des métiers en tension, on peut accueillir ces personnes-là, et si la filière n'est plus en tension, elles auront vocation à repartir. Deux choses, moi j'ai eu des réactions aussi à partir de mon territoire, des personnes qui m'ont dit, bon, ça veut dire que dans des branches professionnelles, on ne parle plus des salaires et des conditions de travail, et deux, on réduit une personne à sa force de travail, sur des travaux extrêmement pénibles, et quand c'est fini, on lui dit, tu peux repartir. Ah mais vous avez raison que c'est en partie un peu choquant. Mais vous avez tout à fait raison de le dire, c'est ce qu'on appelle l'armée de réserve chez Marx. Alors, c'est d'ailleurs pour ça, pardon, oui, mais c'est très important. Liberté, égalité, fraternité. On n'a pas encore parlé de la sécurité. Moi j'ai toute la matinée. Il y a des réactions fortes là-dessus. Non mais ce que je veux vous dire, c'est que nous ouvrons une négociation, une discussion avec les partenaires sociaux et syndicaux. Qu'a dit le ministre du Travail, Olivier Dussopt? Il a dit, pourquoi pas entendre la question du membre du patronat d'avoir des personnes qui viennent travailler. Enfin, ceux qui vous livrent vos repas, ils sont étrangers pour la plupart du temps. Donc il faut aussi qu'on connecte tous une partie de notre cerveau. On fait marcher une économie qui utilise des personnes étrangères pour livrer les repas lorsque vous habitez Paris. Mais on va dire au patronat, qu'est-ce que vous faites socialement pour les accompagner? Quelle politique du logement? Quelle politique d'intégration? Quelle politique sociale? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a encore trop de patrons, c'est pas la majorité du genre, mais il y a encore trop de patrons qui ne les prennent que pour leur force de travail et qui ensuite ne s'intéressent plus aux étrangers. Vous allez dire la sécurité. Mais parlons de la sécurité. Parlons de la sécurité. C'est le deuxième grand thème du matin. Vous avez dit que vous avez toute la matinée, mais on doit théoriquement vous départir à 10h. Mais si on peut aller un petit peu plus loin, peut-être si on n'a pas tout traité, la sécurité. Moi, je voulais vous montrer, là encore, je pose les questions parfois les plus simples du monde comme un citoyen lambda. Hier dans Paris, vous allez voir cette image devant le Palais Bourbon. Paris a été bloqué. Alors bien sûr, tout ça n'est pas dramatique, puisque Paris a été bloqué par des jeunes gens. Je peux permettre une correction, parce que du coup, j'ai demandé à votre équipe. Pour un adulte, ils ont été hébergés pour un demandeur d'asile. En Allemagne, c'est 307 € et en France, c'est 207. Donc l'Allemagne, c'est 150 € de plus que nous. Alors ça, c'est pour un adulte isolé, hébergé en demande d'asile. Et moi, dans l'observatoire de l'immigration, effectivement, je n'avais pas ces chiffres-là. Donc l'Allemagne est plus généreuse que nous. Exactement. Donc la France est moins généreuse que l'Allemagne. Eh bien écoutez, j'ai fait une bêtise, j'en suis vraiment désolé. Non, mais c'est pas arrivé à tout le monde, mais au moins que mes sources, en l'occurrence, n'étaient pas exactes. Et les vôtres sont meilleures. Sinon, c'est un moment suspendu, c'est très rare. Bon, on va revoir cette image. Le quotidien ne le repasse pas, peut-être. Ce sont nos amis. Bon, non mais sérieusement, monsieur Lise, moi je suis un citoyen lambda. Je vois ces images hier. Voilà. Tout Paris jusqu'au quartier latin, il y a des braves gens qui voulaient travailler et ça. Vous avez, je les ai appelés hier, une trentaine de luberlus qui sont sur le pavé, devant l'Assemblée nationale. C'est une manifestation qui n'est pas déclarée. Vous avez des policiers qui sont à côté. Et moi, je me pose tout simplement la question, ils sont restés 1 heure ou 1h30, c'était l'enfer dans Paris. Pourquoi les policiers n'interviennent pas pour les libérer la place? Alors, ce que je me dis, et vous allez dire si j'ai raison ou pas, vous avez peur. Vous avez peur à l'incident. C'est-à-dire qu'il y a la jurisprudence, qu'on peut comprendre d'ailleurs, jurisprudence Melikou-Sekhaïn, c'est un drame, en 86, Rémy-Fraisse, depuis, l'important, c'est pas de bavure. Donc vous laissez ces gens sur le pavé, on peut revoir les images, il y a des policiers qui sont derrière. Que n'interviennent-ils pas pour les chasser de l'endroit où ils n'ont rien à faire? Bon, d'abord, moi je voudrais comparer cette manifestation à celle de Sainte-Soline. On va en parler après, Sainte-Soline, parce que c'est encore autre chose. C'est quand même important. Oui, mais c'est encore autre chose. La moindre des choses qu'on attend de manifestants, ce n'est pas qu'ils tapent sur les policiers et les gendarmes. Mais elle est interdite, cette manifestation. Constatons d'abord qu'une partie des écologistes qui manifestent ont progressé.
Puisque là, manifestement... Je veux bien qu'on les félicite. Mais pourquoi vous... J'ai rien félicité du tout. Nous constatons d'abord que c'est le cas. Il y avait parmi les personnes qui étaient devant l'Assemblée nationale des élus. Moi, je regrette une nouvelle fois que les élus participent à ce genre de manifestation. C'est l'endroit le plus strict, évidemment. Mais c'est pacifique. Mais oui, je le répète, répondez à la question simple. Pourquoi vous n'intervenez pas? Pourquoi ils n'interviennent pas? On ne va pas faire des charges de CRS et de gendarmes sur les élus de la nation. Sur les non, ceux qui étaient assis, il n'y avait pas des élus. Hein. Mais là, ça, c'est des manifestants. Il y a des jeunes gens et il y a des élus juste derrière, notamment Mme Rousseau. Donc, il n'y a rien à faire. C'est ce que je pense d'ailleurs. Hein. Il n'y a rien à faire. On les laisse. Au bout de quelques dizaines de minutes, les policiers et les gendarmes sont intervenus pour les faire évacuer. Mais la République, c'est pas non plus, Monsieur Pro, matraque, menottes, prison. Hein. Et on a le droit quand même, en France, notamment dans l'Assemblée nationale, faire des manifestations. Celle des policiers devant l'Assemblée nationale n'a pas été non plus évacuée. Et pour autant, vous avez répondu. Elle a été aussi contestée. Vous avez répondu à la question. Ce que je veux vous dire, mais il faut que chacun devienne raisonnable, c'est que ces images, elles font parler parce qu'il y a manifestement des revendications écologistes et je ne les partage pas toutes, bien évidemment, mais je veux dire que moi j'étais beaucoup plus choqué. Alors justement. Beaucoup plus choqué, et les gendarmes ont été à la hauteur de la nation. Justement. Et tout le monde m'a expliqué qu'il y aurait une ZAD qui s'installerait, et il n'y en a pas eu. Justement. Et personne n'est revenu sur le site en expliquant qu'aujourd'hui tout a été évacué. Et si on y allait hier. Mais justement, on va voir ces images. On va voir ces images, moi qui m'ont fortement choqué, parce que je serais gendarme et policier, franchement, je leur tire mon chapeau, être sur le terrain tous les jours, dans l'état de brutalité, de violence qui existe parfois dans la société française. C'est une des images les plus fortes, c'est Linda Kebab d'ailleurs qui l'a mis sur son compte Twitter, c'est des gendarmes attaqués à Sainte-Soline. Vous voyez cette image qui est, à mon sens, la plus forte du week-end qu'on a vécu. Ces gens-là, ils ne sont pas 10, ils ne sont pas 15, c'est des petites centaines. Donc je me dis, mais comment ces gens-là peuvent-ils être encore dans la nature aujourd'hui et peut-être ne seront-ils jamais punis, ces agresseurs? Je me mets à la place des gendarmes. Et parfois, je dis sur ce plateau, il faut changer de logiciel. Et Philippe Bilger, qui est un ancien magistrat, lui propose de changer la loi. Et je voulais vous faire écouter ce qu'il nous a dit sur ce plateau et je voulais connaître votre réaction sur cette proposition de loi. Philippe Bilger. Écoutez, on a un système de preuves individuelles qui est complètement aberrant par rapport à la masse des violences collectives, où les gens sont protégés par le nombre. C'est ça le gros problème. Il faudrait accepter de mettre en œuvre une responsabilité collective. Il l'a dit plusieurs fois. C'est ça, changer de logiciel. Mais Gérard, je sens que vous êtes d'accord avec moi. Sur la responsabilité collective, c'est beaucoup plus important. Mais lorsque vous avez un groupe... J'ai participé à une manif en 15 Mais Gérard, lorsque vous avez un groupe qui, à l'évidence, est animé par un même dessein malfaisant, traduit par des violences, il est cohérent de considérer qu'il est globalement coupable de tout. Sinon, on n'arrivera jamais à le faire. Est-ce qu'il faut changer là pour ce cas précis? Pour ce cas précis, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent. Parce que moi, je suis désormais trop habitué au fonctionnement des services de police et de gendarmerie pour savoir que les images, les relevés d'ADN, parce que quand on jette des pierres, on a des relevés d'ADN, les hélicoptères, parce qu'on a eu des images héliportées dans cette manifestation par la gendarmerie nationale, nous permettra de faire des interpellations dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc la question qui devra se poser, M. Pro, c'est est-ce que dans un mois, vous me demandez le bilan des interpellations qu'on a pu faire? Voilà. Parce que mon directeur général de la police nationale dit une phrase qui est aussi un grand flic, la police gagne toujours à la fin. Et moi, je constate que la police gagne très souvent à la fin. C'est sûr que l'actualité passe à un autre fait divers ou à d'autres manifestations, mais je peux vous dire que parfois, un mois, 2 mois après, sur mon bureau, il y a l'affiche. Donc ces gens-là, vous allez les retrouver, vous. En tout cas, tout est fait pour qu'on les retrouve. Les peines, par exemple, dans le code pénal, elles sont extrêmement sévères d'attaquer un gendarme ou un policier. Très sévères. Il n'y a plus de remise de peine. Elles sont très peu appliquées.
Moi, j'ai un exemple, et je ne vais pas citer son nom parce qu'aujourd'hui, il est en dehors, effectivement, de la prison. Ce boxeur qui avait frappé des policiers. Pendant les Gilets jaunes. Ce boxeur. Mais la loi a changé depuis. Hein. Il avait été condamné de mémoire à 24 mois de prison, dont 18 avec sursis. Le sentiment que j'ai, si vous ne lancez pas un signe fort, un signal fort, on touche un policier, on touche un gendarme, c'est 5 ans à l'ombre. C'est-à-dire que il me semble, et c'est ça peut-être changer de logiciel aujourd'hui, parce que comme la société est de plus en plus violente, il faut peut-être imaginer des peines dissuasives pour ceux qui s'attaquent aux gendarmes et aux policiers. Monsieur Pro, est-ce que vous êtes d'accord? On a changé, oui, je suis d'accord sur le principe qu'il faut évidemment faire des signes extrêmement clairs pour ceux qui s'apprennent aux policiers et aux gendarmes. Moi, cet après-midi, je vais enterrer un gendarme à Rennes, celui qui a été fauché sur l'autoroute avec ses camarades. Il a désormais une veuve et 4 enfants. Pardon de le dire, c'est moi qui leur parle, qui essaie de les aider. Et je partage la peine depuis que je suis ministre de l'Intérieur, évidemment, de toutes ces familles de Français classiques, si j'ose dire, qui souffrent du perte de leur mari, de leur femme, parce qu'il y a eu un refus d'obtempérer, parce que quelqu'un qui a été attaqué. Mais Monsieur Pro, la loi a été changée depuis le boxeur du pont de Paris. Nous avons fait 3 choses très importantes pour les policiers et pour les gendarmes. D'abord, il n'y a plus aucune remise de peine pour ceux qui s'en prennent à un policier ou à un gendarme. Si vous êtes condamné à 1 an, vous ferez vos 1 an. Il n'y a plus de ceux qui disaient, il dit 1 an et à la fin ça fait 6 mois. C'est fini. Et grâce à Éric Dupond-Moretti et moi, on l'a porté à l'Assemblée, on l'a fait adopter. Voilà 9 mois que ce texte existe. 2, on a donné des circonstances aggravantes. Désormais, quand vous attaquez un policier et un gendarme, le droit reconnaît une circonstance aggravante et une infraction spécialisée. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ça va beaucoup nous aider. Ça, il y a quelques mois à peine. Est-ce qu'il faut des peines planchées? Est-ce qu'à un moment, il faut que chacun sache que si on s'attaque à un policier et à un gendarme, ça sera tant? Mais c'est déjà le cas du code pénal. La question, c'est quel est le montant de... Non, mais ces peines prononcées sont souvent assez ou élevées. La question, c'est quelle est l'individualisation. Monsieur Bilger a posé une question très intéressante. Alors, il est magistrat maintenant en retraite. Il est dommage qu'il ne l'ait pas fait jadis quand il était en activité. C'est-à-dire qu'il remet en cause un principe fondamental du droit, qui est de dire qu'il faut individualiser la peine. La question qu'il pose, c'est la question de quelle est la peine collective. Mais la peine collective de quel groupe? Parce que j'ai du mal à comprendre la démonstration de M. Bilger. Vous devez avoir une précise des peines, non, qui sont des... Enfin, les gens que j'ai vus là... mais de quel groupe? Comment? Mais attendez. Les gens que j'ai vus à Sainte-Soline, je les mets tous ensemble au même niveau. Monsieur Pro, je ne fais pas de différence. Monsieur Pro. Je trouve que c'est inadmissible et je pense qu'ils doivent être sanctionnés. J'ai moi-même parlé d'écoterrorisme. Oui, on m'a beaucoup attaqué et je veux le répéter. Mais est-ce que vous avez le suivi des peines, le suivi judiciaire, lorsque donc il y a une attaque concernant un gendarme ou un policier, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire sur la dernière année, quel est le niveau des peines? Oui, on peut vous le donner, bien sûr. Donc on peut vous le donner et le garde des Sceaux rappelle, mais je les passerai à M. Pro sans problème, il faut communiquer. Que ces peines augmentent année après année. Nous condamnons de plus en plus de personnes à des peines de plus en plus fortes. Mais la justice, je ne vais pas vous demander votre sentiment sur la justice, parce qu'effectivement, ça ne dépend de vous, mais cette affaire que Mathieu Vallet, qui représente et encore un syndicat de police, a révélé sur son compte Twitter, un migrant libyen de 28 ans a tenté d'étrangler une dame âgée et handicapée après s'être introduit chez elle dans la nuit du 21 octobre dernier, c'était à Brétigny-sur-Orge en Essonne. Jugé, il est ressorti du tribunal avec une peine totalement assortie d'un sursis. La victime a eu 10 jours d'ITT. Et qu'a-t-il dit, Monsieur Vallet? Arrivé depuis 5 jours en France, un Libyen étrangle et frappe une dame de 68 ans. La police arrive vite. Là encore, il frappe violemment un policier. Ce voyou venait de faire un cambriolage juste avant, bilan 1 an de prison avec sursis, remise en liberté. Les faits se sont passés à Sainte-Geneviève. Et le juge, le tribunal n'a pas retenu les violences sur le policier, malgré 5 jours d'ITT et le témoignage d'un autre collègue. Le prévenu n'avait pas de casier. Il était là depuis 5 jours. Heureusement qu'il n'avait pas de casier. Bon, moi je suis policier. Mais ça change, hein. Mais là, ça c'est hier. Mais ça change, il y a un projet de loi, il arrive là. Mais pourquoi ce juge, je vous assure, je ne connais pas toute l'histoire, je n'étais pas évidemment dans le tribunal, mais pourquoi le tribunal n'a pas retenu les violences sur un policier qui témoigne avec un collègue? Comment est-ce possible? Je ne suis pas le juge, je ne suis pas le procureur de la République et je ne suis pas les avocats. Ce que je peux vous dire, c'est que sans regarder le travail de la justice, que je ne veux pas m'exprimer, vous l'aurez compris, indépendamment de ça, désormais... Vous comprenez que ça vous surprend, j'imagine. Désormais, M. Pro, avec le texte de loi que nous portons, quand il sera adopté par l'Assemblée nationale, cet étranger sera immédiatement mis en centre de rétention administrative et expulsé. Ce qui n'est pas le cas du droit d'aujourd'hui.
Mais ça, c'est quand même très important de comprendre, les Français doivent le comprendre, que ce que nous proposons, c'est de l'hyper-fermeté. Tout étranger qui commettra un acte de délinquance, désormais, n'aura plus aucune protection. C'est la fameuse lutte contre la double peine. Mais on se demande pourquoi il en avait eu avant. On se demande pourquoi il faut. C'est ça qui est fascinant. On se dit, mais comment est-ce Vous pouvez poser la question au LR, parce que c'est bien sûr mis en place. Je crois qu'il s'appelait M. Sarkozy. Pour d'autres raisons. Mais et chacun les comprend peut-être à l'époque, parce que c'était pas la même délinquance, parce que c'était pas le même endroit. Ce que je dis souvent, et je suis pas seul à le dire, c'est que depuis 40 ans, dans tous les domaines, on a quasiment tout tenté, et qu'au fond, rien n'a vraiment marché. Et que c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'il faut changer, c'est une expression que j'emploie souvent sur ce plateau, de logiciel. Peut-être qu'en tout cas, il faut tenter autre chose. Alors, faut-il se mettre d'accord. Mais dans plein d'autres domaines, ça serait pareil. Mais alors, Monsieur Pro, juste un point, parce qu'on parlait du président Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, rappelez-vous, parce que vous êtes la situation n'était pas la même. Un journaliste expérimenté, il avait tous les soirs, dans des émeutes des banlieues, 1200 voitures brûlées toutes les nuits, des quartiers qui prenaient le feu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation... C'est moins violent, paradoxalement. Non, je suis désolé, les émeutes des banlieues, avec Dominique Villepin et Nicolas Sarkozy, c'était pas moins violent. Le climat était moins violent. Et la croyance politique était plus forte. Monsieur Pro, ça c'est encore une autre question. C'est un climat général. Est-ce que vous m'accordez quand même de constater, puisqu'on peut comparer ce qui est comparable, est-ce qu'on connaît les mêmes émeutes de banlieue que nous les connaissions il y a 20 ans? Non. Pourquoi? Parce que la politique a quand même fait son travail. Et les trafics de drogue, non. Et les trafics de drogue, il y a d'autres sociales. Justement. Il y a évidemment d'autres sujets de délinquance plus importants. On est bien tout à fait d'accord. Justement. Mais on ne peut pas dire que la politique n'a rien fait depuis 40 ans. Et ça fait pas 40 ans que la politique. Sur le cannabis, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de la légalisation ou pas, parce que je le sais. Mais en revanche, et là aussi, je trouve qu'il y a une sorte d'hypocrisie dans le monde politique. De deux choses l'une. Où on considère que la drogue, c'est très grave pour nos enfants. Que la drogue qu'ils prennent aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la drogue des années 70, c'est ce que nous disent les policiers sur le terrain. Que c'est un drame, les gosses qui prennent de la drogue. Que ça bousille leurs neurones, leur cerveau. Et à ce moment-là, on commence à attaquer les consommateurs. On commence vraiment à attaquer les consommateurs. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, on est les premiers à avoir mis en place 260 000 procès-verbaux qui sont d'ailleurs sur votre casier judiciaire. Désormais, ils vont être d'ailleurs pris directement sur votre compte en banque. Ce sera en lien direct avec votre compte pour les consommateurs. Désormais, il y a une amende pénale pour ceux qui consomment du cannabis ou de la cocaïne. Le rapport dans les classes, dans les lycées, dans les collèges, tu as un gosse sur deux aujourd'hui. On est bien d'accord, mais la drogue est un... C'est un fléau. On est en train de fabriquer une génération. En Corée, si vous... En Corée du Sud. Monsieur Pro, tout n'est pas du fait de l'État. Où est l'autorité parentale? Et je suis d'accord. Bon, donc je suis bien d'accord qu'on donne à la ministre de l'Intérieur pourquoi les enfants se comportent mal, mais ça va devenir un petit peu compliqué comme oui, mais il peut y avoir là aussi... Si les parents consomment du cannabis et qu'ils expliquent qu'il faut absolument légaliser, s'il y a des débats à la télévision qui expliquent tous les jours pourquoi pas la légalisation, ça n'aide pas le gamin de 14 ans à se construire. En Corée du Sud, quand vous fumez du cannabis, vous allez directement en prison. En Corée du Sud. Et même si vous le fumez à l'étranger. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire en France. Bien sûr que là encore, mais manifestement c'est un fléau. Ah mais on est bien. Est-ce que vous n'avez pas fait de la politique du chiffre en diminuant les points de vente? Parce que ce que disent tout le monde... Les points de deal. Les points de deal, pardon. C'est pas encore légalisé. Ce que tous les spécialistes disent, c'est que le trafic n'a pas diminué. Les points de deal diminuent, mais le trafic ne diminue pas. Non mais il y a deux choses. Il y a l'occupation du domaine public par des trafiquants. Et puis il y a le trafic de drogue. C'est pas tout à fait la même chose, si je peux me permettre. Mon premier travail de ministre de l'Intérieur, c'est que la mamie puisse rentrer dans son immeuble sans se faire emmerder par des trafiquants qui lui demandent sa pièce d'identité. Et donc, ce que je demande aux policiers et aux gendarmes, c'est que la mamie puisse rentrer chez elle. Je n'ai pas réglé en tant que tel le trafic de drogue, bien évidemment. Mais au moins, j'ai permis à cette dame de ne pas être obligée de vivre sous la coupe des trafiquants. Et ça existe encore trop souvent dans nos quartiers. Donc oui, je le dis et je le répète, les policiers et les gendarmes doivent sans cesse être sur la voie publique, sur le terrain, pour empêcher ces points de deal à ciel ouvert. Alors après, vous avez raison. Les gens qui consomment, les gens qui trafiquent, trouvent d'autres solutions pour pouvoir faire le trafic de drogue. Il y a même des livraisons par drone parfois, il y a des scooters qui livrent cet argent, on le fait sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ça, c'est encore un autre sujet sur lequel nous travaillons. Et évidemment, toutes les sociétés occidentales, d'ailleurs, sont concernées par cette situation. Mais mon premier problème, monsieur, avouez-le avec moi, c'est pas simplement de lutter contre les trafiquants, c'est de permettre à la mamie qui n'a rien à voir avec tout ça, de ne pas croiser de trafiquants. Ou du gamin de 14 ans, de ne pas avoir un point de deal à côté de son collège. Mais monsieur le ministre, ceux qui critiquent la réforme de la police judiciaire disent qu'il y aura moins de moyens et d'efficacité pour aller chercher les grosses filières. Ils ont raison ou pas? Non, ils ont tort, et on a les moyens de les convaincre, bien évidemment.
Le but, c'est bien sûr de pouvoir regarder du point de deal jusqu'au type qui est à Dubaï et qui fait livrer la drogue par conteneur dans le port du Havre. Comment on a des informations du point de deal qui est à Tourcoing jusqu'à la personne qui est à Dubaï. Et c'est le principe de la réforme de la police nationale. Je vais vous remercier. On avait